Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, on attache sa ceinture et on embarque sur les routes furieuses d'un univers particulièrement cinégénique, celui des grosses bagnoles. Et oui, depuis les origines du 7ème art, les voitures sont souvent sous les feux des projecteurs, que ce soit dans les films d'action, de course-poursuite ou dans le sous-genre un peu plus restreint du film de sport automobile. Et c'est pourtant de ces voitures de sport dont il va être question dans ce nouvel épisode, puisque nous allons nous intéresser à Tucker de Francis Ford Coppola, Speed Racer des sœurs Wachowski et Le Mans 66 de James Mangold. Trois films a priori aussi différents que leurs cinéastes, mais qui, par bien des aspects, se révèlent parfaitement complémentaires dans leur approche de l'automobile, au point qu'on peut y voir un véritable triptyque dans lequel il est autant question de voitures que de cinéma. Nous allons donc voir comment ces quatre pilotes ingénieurs ont investi l'industrie automobile pour livrer leurs films les plus personnels. It's the idea that counts, and the dream. You don't climb into a T-180 to be a driver. You do it because you're driven. But as the car speeds up, everything else slows down, and then you see everything. Tucker raconte l'histoire vraie de Preston Tucker, un ingénieur ayant créé en 1948 un prototype révolutionnaire de voiture à propulsion. Mais les trois grandes entreprises automobiles américaines basées à Détroit, Ford, General Motors et Chrysler, voient ce projet d'un mauvais œil. Sous la houlette du haut cadre Bennington, elles vont tenter par tous les moyens de mettre un terme aux ambitions de notre ingénieur. Speed Racer, quant à lui, narre le parcours d'un jeune pilote prénommé Speed et de sa famille, luttant pour conserver leur indépendance, après avoir refusé d'être absorbé par un gigantesque conglomérat contrôlé par Hippie Royalton, un industriel peu scrupuleux qui va tout faire pour détruire la famille Racer. Enfin, Le Mans 66 met en scène la rivalité opposant Ford et Ferrari par le prisme de l'ingénieur Carroll Shelby et du pilote Ken Miles, qui furent chargés par la compagnie américaine de construire une voiture de course capable de remporter les 24 heures du Mans de 1966. D'emblée, on remarque que dans les trois films, il est question de pilotes et d'ingénieurs qui font face à des grandes entreprises. Cependant, Tucker a un statut un peu à part. Durant son enfance, Francis Ford Coppola se passionne pour l'automobile grâce à son père, qui fit partie des investisseurs à avoir cru en la Tucker Car Corporation en déboursant 5000 $ de sa poche. Durant ses études à l'UCLA, Coppola commence à imaginer une histoire autour de cet échec automobile. Quelques années plus tard, le réalisateur profite de la production d'Apocalypse Now pour se pencher plus sérieusement sur ce projet qu'il envisage désormais comme une comédie musicale. Il contacte le compositeur de West Side Story, Leonard Bernstein, ainsi que Gene Kelly, tandis que ce sont tour à tour Marlon Brando et Jack Nicholson qui sont envisagés pour tenir le rôle titre. Malheureusement, un événement dont nous parlerons un peu plus tard va enterrer temporairement le film. Quelques années après, le projet va ressusciter grâce à George Lucas qui investira 24 millions de dollars de sa propre poche parce qu'aucune major ne voulait coproduire le film. Et oui, en plus d'être un des meilleurs potes de Coppola, Lucas est également un grand passionné d'automobile, comme en témoignent ses premiers courts-métrages et American Graffiti. Il convainc son ami de supprimer l'aspect musical du projet et de faire de l'intrigue une fable à la Frank Capra, avec pour modèle Monsieur Smith au Sénat. Des changements qui n'entachent en rien le résultat final et qui vont permettre à Coppola d'ajouter une dimension plus intime au film. Outre les résonances personnelles évoquées plus tôt, Preston Tucker apparaît comme le pendant fictionnel à peine voilé du cinéaste. Tucker est un féru d'automobile et de technologie depuis sa plus tendre enfance, comme pouvait l'être Coppola, qui avant de se tourner vers le cinéma, envisageait de devenir physicien nucléaire. Mais ce changement de carrière n'a pas empêché le réalisateur de transposer ses ambitions technologiques au cinéma. D'ailleurs, à l'instar de Tucker, Coppola va utiliser son charisme et son côté magouilleur pour convaincre une industrie de le suivre dans ses projets révolutionnaires. Cette dimension personnelle, on la retrouve également du côté des sœurs Wachowski et de James Mangold, mais d'une façon moins frontale, du fait qu'ils ne sont pas les initiateurs de Speed Racer et du Mans 66. A l'origine, Speed Racer est un manga créé par Tatsuo Yoshida en 1966. Il est décliné en série animée l'année suivante par le propre studio de Yoshida, Tatsunoko Productions. Le succès du show dans une partie de l'Asie puis aux États-Unis à la fin des années 60, où son impact est comparable à Goldorak chez nous, poussera des années plus tard Joel Silver et Warner Bros à racheter les droits. Au cours des années 90, Richard Donner, Joe Pytka, Julian Temple ou encore Alfonso Cuarón travaillent sur ce projet avec des têtes d'affiche comme Johnny Depp ou Vince Vaughn, jusqu'à ce que Lily et Lana Wachowski n'arrivent enfin sur l'écriture et la réalisation en octobre 2006 pour un budget de 120 millions de dollars. Du côté du Mans 66, cela faisait plusieurs années que la 20th Century Fox souhaitait mettre en chantier un film centré sur la rivalité entre Ford et Ferrari. Et en parallèle, Michael Mann travaillait depuis 17 ans sur un biopic d'Enzo Ferrari, le célèbre pilote et fondateur de l'écurie italienne. Si je mentionne ce projet, c'est parce que le cinéaste de Heat a eu son rôle à jouer sur Le Mans 66, puisqu'il est crédité à la production, même s'il est difficile de savoir ce qu'il reste de son projet dans le film de Mangold.
Toujours est-il qu'en 2013, Brad Pitt et Tom Cruise sont envisagés en tête d'affiche du projet Ford v Ferrari avec Joseph Kosinski à la réalisation. Le cinéaste de Tron Héritage fait réécrire le script de Jason Keller basé sur le livre Go Like Hell d'A.J. Baim par les frères Butterworth déjà au générique de Edge of Tomorrow. Cependant, le réalisateur quitte le navire avec ses deux vedettes, et c'est finalement James Mangold qui récupère le projet et le réécrit sans être crédité, avant que le succès de Logan ne lui permette d'avoir le feu vert pour un budget de 90 millions de dollars, tandis que Christian Bale et Matt Damon acceptent de baisser leur cachet pour participer au film. Speed Racer et Le Mans 66 étaient donc des films en plein développement de L, c'est-à-dire des projets ayant mis des années à se concrétiser, et où le cinéaste est avant tout engagé pour être un simple exécutant. Pourtant, Mangold et les Wachowski vont s'emparer de ces films de commande pour en faire des projets très personnels d'une manière assez similaire. Dans un premier temps, on remarque que la structure narrative des deux films suit la même progression. Le film s'ouvre sur un flashback traumatique survenu lors d'une course, Casa Cristo chez les Wachowski, les 24 heures du Mans de 1959 pour Mangold. Par la suite, des représentants de grosses compagnies viennent chercher nos héros dans leurs entreprises familiales pour leur proposer de rejoindre leur rang. Carol Shelby, maybe? Pour les convaincre, ces derniers sont invités dans les prestigieux locaux de Ford et de Royalton Industries, où s'ensuit une visite censée leur en mettre plein la vue question luxe et avantages, ce qui n'est pas vraiment du goût de nos protagonistes. Not staying, Kim. It's a bloody pig in a poke, isn't it? Cette volonté de rester indépendant obligera nos héros à collaborer avec les personnages ayant vécu l'accident en ouverture des deux films, Racer X, aka Rex Racer, et Carol Shelby. On retrouve également un personnage prénommé Pops dans les deux films, Pop, hey, land. Ready, Pops? ainsi qu'une course finale dont l'enjeu est le monopole international d'un conglomérat. Cette fameuse course démarre de façon bordélique, avant de déboucher sur un accomplissement dont les résonances dépassent la simple victoire sportive. A l'instar de Coppola, les Wachowski et Mangold s'identifient totalement à leurs protagonistes. Par exemple, la relation fusionnelle entre Speed et son grand frère Rex ressemble à celle qu'entretiennent Lily et Lana depuis leur jeunesse. Une relation qui, au dire de certains, frôle même la télépathie. It was very weird, Trix. I knew every move he was gonna make and he knew mine. It was so familiar. Quant à Ken Miles, il s'agit d'un asocial dans la lignée des anti-héros qu'affectionne Mangold, et sa relation quasi fraternelle avec Shelby n'est pas sans rappeler celle du duo au cœur de 3h10 pour Yuma. Mais on peut également y voir une allégorie d'un producteur cherchant à protéger un réalisateur talentueux mais difficile à gérer des attaques du studio. Je me suis toujours identifié à cette histoire. J'ai vu beaucoup de moi dans ces personnages. À bien des égards, le travail de cinéaste est une quête de la perfection. C'est une obsession étrange qui requiert d'énormes sommes d'argent, comme la course automobile. Lorsque vous faites un film, il y a également divers ordres du jour en jeu. Celui de l'industrie, celui du marketing, etc. Même vos acteurs peuvent avoir un but qui leur est propre. Pour concrétiser un film, un réalisateur doit engager énormément d'efforts pour établir une mission sur laquelle chacun peut s'accorder. Il y a aussi le danger. Bon, bien sûr, je ne mourrai pas littéralement en faisant un film, mais des tas de réalisateurs voient leur carrière mourir à cause d'un échec. Nous sommes conscients de notre mortalité professionnelle si le succès nous fuit. Le Mans 66 fait en plus partie des films qui ont le moins de chances a priori d'être des succès. Je crois qu'il y a un rêveur dans chaque réalisateur, et il nous pousse à essayer de faire tout ça. Ce rapprochement est particulièrement bien vu, dans la mesure où le milieu de l'automobile se prête merveilleusement bien à une allégorie sur le cinéma. En effet, comme le 7e art, l'automobile voit réellement le jour vers la fin du 19e siècle, d'abord comme une curiosité scientifique, avant que les courses ne démocratisent cette avancée technologique auprès du public, de la même manière que les projections foraines vis-à-vis du cinéma. D'ailleurs, Speed Racer va reprendre cette analogie lors du Grand Prix, avec une référence visuelle au galop d'Anigé du photographe Edward Muybridge, dont le travail sur la décomposition du mouvement est l'une des origines du langage cinématographique. Pour en revenir à notre historique, cette popularité s'accompagne d'un développement technologique et industriel sans précédent, avec l'arrivée de grandes compagnies qui cherchent le plus souvent à avoir l'exclusivité de talent, que ce soit dans la conception d'un bolide ou d'un film. La course technologique et industrielle y est permanente. Dans les deux cas, on assiste également à un véritable processus de starification des pilotes et des acteurs, dont les prouesses derrière un volant ou sur un écran furent pendant longtemps la première raison pour laquelle le public se précipitait dans les salles ou sur un circuit. Au fil des décennies, les liens entre les univers du cinéma et de l'automobile ne vont cesser de se resserrer. Par exemple, suite à l'explosion de la société de consommation durant les années 50-60, de nombreuses personnalités du 7e art vont prêter leur image à de grandes marques automobiles et vont largement contribuer à populariser ces dernières, y compris quand il s'agit de leur double fictionnel. James Bond does not drive a Ford, sir. That's because he's a degenerate. Par ailleurs, de nombreuses vedettes comme Steve McQueen, Paul Newman ou Jean-Louis Trintignant vont exprimer leur passion des courses sur de prestigieux circuits, notamment aux 24 heures du Mans.
Quant au pilote de course, la célébrité de grands noms comme Jackie Stewart ou François Sévert n'a rien à envier aux plus grandes stars du cinéma. Et oui, les courses automobiles ont désormais leur propre code, faisant écho à une certaine mythologie chevaleresque, notamment dans la rivalité des pilotes et le symbole qu'ils représentaient aussi bien pour les écuries que pour leur pays. A situação do Brasil era muito negativa, muito sombria. E o que aconteceu foi que quando Ayrton ganhou inúmeras vezes, ele ao invés de esconder que ele era brasileiro e como outras, ele ao contrário, ele pegava a bandeira brasileira. Esse exemplo ativava nas pessoas a mesma força e por isso a admiração. Encore aujourd'hui, ces liens entre cinéma et automobile restent extrêmement forts, que ce soit dans des films, des publicités ou sur les circuits. À cela vient s'ajouter la symbolique particulière de l'automobile dans l'inconscient collectif américain. Prenant la relève du cheval lors de la conquête de l'Ouest, la voiture est désormais un symbole de liberté et c'est également un vecteur important de l'expansion économique américaine, et ce dès l'apparition des premières courses. C'est donc en parfaite connaissance de ces parallèles entre les mondes du cinéma et de l'auto que nos 4 cinéastes vont livrer une vision très personnelle de leur relation houleuse avec les majors, en faisant des conglomérats automobiles de véritables antagonistes. Du côté de Coppola, la lutte entre Preston Tucker et les 3 grands de l'automobile fait écho à celle que le réalisateur menait face au système hollywoodien qu'il souhaitait révolutionner. En 1969, Coppola s'associe à son ami George Lucas pour fonder la boîte de production American Zoetrope, ayant pour but la production d'ambitieux longs-métrages indépendants tournés loin du giron des majors. Malgré des débuts difficiles avec les beats de THX 1138 et des Gens de la pluie, la chance commence à sourire quand Coppola rencontre une série de succès critiques et commerciaux qui vont raviver chez lui son désir d'indépendance. Peu de temps après le triomphe d'Apocalypse Now, il décide de faire d'American Zoetrope un véritable havre de liberté dans lequel des cinéastes de divers horizons pourraient créer librement des œuvres ambitieuses sans contraintes financières ou artistiques. Le fer de lance de cette utopie se nomme Coup de cœur, une comédie musicale pensée comme une production modeste qui va finir par devenir bien plus imposante. Pour ce projet, le réalisateur développe un système révolutionnaire lui permettant de diriger en direct les prises de vue et le montage depuis une régie. Malheureusement, le bid monumental du film, 630 000 $ de recettes pour un budget de 22 millions, va entraîner la faillite du studio et de ses projets comme la comédie musicale Tucker. Afin d'éponger les dettes d'American Zoetrope, Coppola va devoir enchaîner les commandes durant toutes les années 80. C'est durant cette période douloureuse qu'il se retrouve à tourner Captain EO, un court-métrage en 3D avec Michael Jackson, produit par Lucas pour les parcs d'attractions Disney. Voyant le désarroi de son ami, George Lucas lui fait la promesse de produire Tucker afin qu'il puisse retrouver une liberté créative. Au-delà de la beauté du geste, on peut également voir la volonté de Lucas d'exorciser son propre échec. Pris au dépourvu par le succès gargantuesque de Star Wars en 1977, Lucas décide de s'inspirer de Coppola et d'American Zoetrope pour faire de Lucasfilm une entité indépendante capable de financer des œuvres ambitieuses. Malheureusement accaparé par les impératifs financiers et une relation conflictuelle avec sa propre création, Lucas va mettre un sérieux frein à tout ça. Cette idée de rêve brisé est au centre de Tucker et fonctionne par d'évidentes analogies visuelles. Par exemple, l'entreprise familiale de Preston Tucker est située en campagne, à l'écart des métropoles où siègent les 3 grands constructeurs automobiles, ce qui est également le cas du Skywalker Ranch. Et comme Lucas et Coppola, Tucker et ses proches peuvent y travailler sans aucune contrainte. Le hangar dans lequel notre protagoniste emménage rappelle le studio qu'occupa American Zoetrope lors de la production de Coup de cœur. Et le prototype de voiture révolutionnaire est l'incarnation des ambitions technologiques et artistiques qu'avaient les 2 cinéastes. Par ailleurs, on retrouve chez Preston Tucker la fâcheuse tendance de Coppola à faire des acquisitions dès que l'occasion se présentait. How does he do it? A genius you married. No matter how much he makes, he always manages to spend twice as much. Mais c'est surtout dans la relation fraternelle qu'entretient Tucker avec son avocat Eb Karatz que le parallèle Coppola-Lucas est le plus prégnant. Comme Coppola, Tucker est flamboyant, mégalo et n'hésite pas à ruer dans les brocards pour assouvir ses ambitions. Karatz, au contraire, est plus réservé et il tente tant bien que mal de raisonner son ami, ce qui renvoie à de nombreux traits de caractère propres à George Lucas. We're very much family. We've sort of been family for the last 20 years. Enfin, l'amitié qui unissait les 2 réalisateurs a fini par s'étioler au fil de leur carrière, et on pourrait même entendre Lucas exprimer ses regrets au détour d'une scène clé du film. When I was a little kid, maybe 5 years old in the old country, my mother used to say to me, she'd warn me, she'd say, don't get too close to people. You'll catch their dreams. On peut également voir en Bennington et ses confrères une représentation des commerciaux ayant repris la main sur Hollywood durant les années 80. D'ailleurs, le rôle de Jeff Bridges n'est pas sans rappeler celui de Kevin Flynn dans Tron, un film produit par Disney qui mettait également en scène un génie cherchant à sauver ses créations indépendantes détenues par un conglomérat. Et de Disney, il en est justement question dans Le Mans 66, à travers les différents représentants de Ford. Alors oui, je sais, en ce moment, on a tous tendance à voir du sous-texte sur Disney un peu partout.
Mais ici le rapprochement est quand même assez évident. Dans un premier temps, il y a le rachat que Ford souhaite effectuer sur Ferrari, qui rappelle la stratégie agressive d'acquisition de la firme aux grandes oreilles ces dernières années. Ensuite, dans Le Mans 66, Henry Ford, deuxième du nom, cherche à courir derrière l'ombre écrasante de son grand-père, mais sans le sens créatif de ce dernier, comme le rappelle Enzo Ferrari. Tell him he's not Henry Ford. He is Henry Ford II. En cela, Ford n'est pas si éloigné de Michael Eisner ou même de Bob Iger dans leur obsession de devenir le nouveau Walt Disney en laissant libre cours à leur pire penchant, comme nous l'expliquions dans notre épisode consacré à la jeunesse du Roi Lion. Mangold a d'ailleurs démarré sa carrière en tant que scénariste chez Disney sous l'ère Eisner, en signant des scripts pour l'émission Le Monde Merveilleux de Disney et le long métrage Oliver et compagnie. Mais cela ne s'arrête pas là. Dans notre épisode sur Logan, nous avions évoqué le fait que le ton atypique des dernières aventures de Wolverine était une réaction aux productions super-héroïques actuelles que Mangold qualifiait de spot publicitaire de 2 heures. Il n'est donc pas interdit de voir en Leo Bibi, le vice-président de Ford Motor Company, également en charge du marketing, un avatar de Kevin Feige, le PDG de Marvel Studios. Comme Feige, Bibi présente ses véhicules comme des créations séduisantes qui dissimulent cependant très mal leurs défauts, au point qu'on se demande si c'est Ken Miles ou James Mangold qui lui balance ses 4 vérités. Don't get me wrong, Lenny. Leo. It looks fantastic, but inside, it's a lump of lard, dressed up to fool the public. Par ailleurs, comme le maître d'œuvre du MCU, Bibi cherche à brider tous les créatifs afin qu'ils se conforment à la vision unilatérale de sa marque pour mieux susciter l'admiration de son patron. I'm saying you gotta trust me on this one. Carol, with marketing concerns, that's just not possible. D'un point de vue plus théorique, l'analogie avec Disney a ceci de pertinent qu'elle fonctionne comme un miroir de Ford, et ce dès l'origine des deux compagnies. Comme Walt Disney, Henry Ford était un féru d'innovation technologique qui a bâti un empire mondial dépassant le cadre de sa seule passion d'origine. Il a ainsi exporté son modèle socio-économique partout dans le monde, au point de faire du Fordisme l'incarnation du capitalisme dans ce qu'il a de plus radical, avec tout ce que cela comporte d'exploitation et d'uniformisation, des reproches que l'on entend également quand il est question de la compagnie aux grandes oreilles. Bien que tourné après Speed Racer, Le Mans 66 peut être vu comme la préquelle thématique du film des sœurs Wachowski qui pousse à son paroxysme la logique vampirisante du capitalisme à travers Royalton Industries. That's what racing is about. It has nothing to do with cars or drivers. All that matters is power and the unassailable might of money. Comme chez Coppola ou chez Mangold, on peut voir dans Speed Racer une allégorie des conflits auxquels furent confrontés Lily et Lana pour garder leur intégrité, comme lorsque leur script d'assassin fut dénaturé par Richard Donner, ou lorsqu'un studio voulait remplacer le couple lesbien au centre de Bound pour un couple hétérosexuel. Mais dans Speed Racer, les antagonistes sont également les agents d'un capitalisme vampirique. Comme Ford Jr. chez Mangold, Royalton cherche à avoir le monopole international et ceux qui refusent d'être absorbés sont automatiquement discrédités, ou pire encore, pourchassés par des membres de la pègre. Bien que les gangsters de Speed Racer soient des bad guys récurrents dans le manga, il n'est pas interdit d'y voir un parallèle avec Henry Ford Sr. qui avait recours au service de la pègre locale pour mettre à genoux les syndicats s'opposant à lui. Par ailleurs, là où les Wachowski vont se montrer particulièrement malines, c'est dans leur manière de montrer le caractère inéluctable d'une domination par un système omnipotent dont l'objectif est le profit, en montrant que les courses automobiles ont été créées par des compagnies pour avoir le monopole dans leur domaine. À ce titre, l'origine de la passion de Speed pour les sports automobiles, le pilote Ben Burns, s'avère complètement factice, comme pour montrer que le mythe auquel il croyait n'était qu'un leurre, à la manière du simulacre que représentait le mythe de l'élu dans la trilogie Matrix. Au final, les 3 films se complètent parfaitement dans leur description d'artistes broyés par un système, incarnés par un homme pour qui le pouvoir est consubstantiel à une volonté de dominer jusqu'au plus petit dénominateur commun. À partir de ce constat radical et sans appel, nos 4 cinéastes vont questionner la manière dont ils peuvent essayer de contrecarrer cette industrie, et surtout d'éviter d'être réduits à des publicités vivantes au service de ces compagnies. Dans un premier temps, il y a la prise de conscience de leur statut au sein du milieu dans lequel ils évoluent. Well, I'm confused, Lee, because up until this moment, right now, I was comfortable. Pops is right. You are the devil. De ce point de vue, Coppola diffère sensiblement des Wachowski et de Mangold. Preston Tucker est une pure incarnation du self-made man à l'américaine. Un génie dont l'invention révolutionnaire est menacée par une bureaucratie ayant pour objectif d'écraser les individus exceptionnels. En cela, il se rapproche fortement de l'architecte Howard Rourke joué par Gary Cooper dans l'adaptation cinématographique du roman objectiviste d'Ayn Rand, Le Rebelle, réalisé par King Vidor en 1949. Thousands of years ago, the first man discovered how to make fire. He was probably burned at the stake he had taught his brothers to light. If Benjamin Franklin were alive today, he'd be thrown in jail for sailing a kite without a license. It's true. Pour autant, il serait réducteur de voir en Tucker un simple tract vantant les vertus de l'égoïsme si cher à Rand,
puisque tout le film joue sur le décalage entre les aspirations de son personnage et la manière dont celle-ci menace ses proches au point de lui faire régulièrement péter les plombs. Where is my car? Le personnage semble même totalement déconnecté de la réalité, même quand la vie de ses collaborateurs est en danger. What the hell is happening to you? That kid Alex came this close to getting his brains splattered all over this floor. You didn't even notice. On peut donc voir en Tucker une forme de remise en question de Coppola vis-à-vis de son orgueil qui lui a coûté ses rêves. Bien qu'étant également des entrepreneurs, Speed comme Ken Miles ne cherchent en aucun cas à révolutionner le monde, mais simplement à vivre de leur passion pour les courses automobiles à travers leurs modestes entreprises familiales. You gotta win if you want to keep driving, and that's what I want to do. It's the only thing I really know how to do. Pour eux, le but est de pouvoir conserver leur indépendance face à des entreprises au relent aristocratique qui les perçoivent comme des simples ouvriers, comme l'attestent de nombreux parallèles visuels mettant en avant de vrais rapports de classe. Par exemple, le montage alterné entre la construction de la Mach 6 et la préparation du Grand Prix. Ou lorsque Henry Ford, deuxième du nom, prend son hélicoptère pour aller se dorer la pilule, tandis que Shelby et son équipe doivent continuer la course du Mans sous la pluie, à la manière des ouvriers présentés au début du film. Cette dimension prolétaire et les rapports de classe qui en découlent est d'ailleurs familière du genre. Would you believe it? Once a boy off the streets, and now he speaks to kings. Anyone can speak to kings, Hugo, but will they speak back? Par ailleurs, si nos héros visent la performance comme leurs employeurs ou leurs adversaires, leur but diffère radicalement de ces derniers. Ce qui motive Tucker, Speed comme Ken Miles, c'est quelque chose d'insaisissable, la grâce. Look out there. Out there is the perfect lap. Nos protagonistes cherchent à retrouver cet état transcendantal qu'ils ont d'ailleurs beaucoup de mal à définir avec leurs propres mots. Et cette recherche de la grâce passe par la création d'un acte artistique qui doit aboutir à un émerveillement aussi bien pour ceux qui l'ont créé que pour ceux qui en sont les spectateurs. Ainsi, nos 4 cinéastes vont faire du parcours de leurs personnages de véritables épopées intimistes, dans lesquelles l'origine de l'acte artistique est étroitement liée à l'enfance et à son imagination. Et de ce point de vue, ce sont les Wachowski qui vont pousser cette réflexion dans ses ultimes retranchements. I knew at once this was no mere driver I was watching. This was an artist. I go to the races to watch you make art, and it's beautiful and inspiring, and everything that art should be. Cette liberté de création s'opposant à l'uniformisation, on la retrouve également du côté de Tucker, dont l'imagination débordante et le refus de se confronter à une certaine réalité en font un grand gamin, à tel point que le film semble être perçu par le prisme d'un enfant émerveillé par la technologie. Ce point de vue se retrouve également dans Le Mans 66 avec Peter, le fils de Ken Miles, qui voit en son père un héros auquel il veut croire, à la manière de Speed vis-à-vis de son grand frère. Dans ces deux exemples, l'adulte voit en l'enfant la personne la plus à même de le comprendre dans l'exaltation que procure la pratique artistique représentée par une voiture. Chez Coppola, ce lien filial a une dimension autobiographique, car Marilyn, Noble et Preston Jr. sont calqués sur les propres enfants du cinéaste, Sofia, Roman et Giancarlo. Ce dernier, à qui le film est dédié, est décédé d'un accident de hors-bord en mai 1986, alors qu'il s'apprêtait à suivre les traces de son père qui lui avait transmis sa passion pour le cinéma et l'automobile, ce qui confère à certaines scènes une atmosphère particulière. Hey, congratulations! I don't want to go! Look, I want to learn everything about cars from you. Dans les trois cas, l'importance accordée à la filiation est étroitement liée à ce qui semble être aux yeux des cinéastes le seul moyen de faire face à une uniformisation artistique et individualiste, la famille. Car pour Mangold, Coppola et surtout pour les Wachowski, le cinéma est avant tout un art collectif. En effet, dans les trois films, la famille des protagonistes ne se limite pas aux relations du sang, mais également aux personnes issues de divers horizons sociaux, géographiques ou professionnels, comme les mécaniciens, les ingénieurs ou même un singe. Tous vivent la plupart du temps sous le même toit que nos héros, et quel que soit leur rôle, ils sont tous sur un pied d'égalité au sein de la famille. Par exemple, les personnages féminins dépassent le cadre du simple love interest pour prendre part aux actions du groupe, n'hésitant pas à prendre les devants quand la situation l'exige, au point de défier les conventions sociales de leur époque. I'll buy my own dinner, Benny. Answer the question. Why? Please, slow it down, all right? You're trying to kill us or something? Well, I thought we loved this shit. What? That's better. Couldn't see a thing. Tous ces personnages hétéroclites, voire marginaux, sont inextricablement liés par leur passion commune. Chacun d'entre eux apporte son savoir-faire dans la conception des véhicules, et on sent chez nos cinéastes un vrai plaisir communicatif à mettre en valeur leurs efforts communs. C'est justement cet amour de la création mécanique qui nous amène à l'importance de l'esthétique et de la mise en scène. Car dans Tucker, Speed Racer et Le Mans 66, la forme dialogue étroitement avec le fond. L'approche esthétique que nos cinéastes opèrent sur leur sujet traduit à merveille les liaisons dangereuses entre art et commerce.
Dans Tucker, le visuel flamboyant renvoie autant au cinéma de l'âge d'or hollywoodien qu'à des publicités des années 50, au point que Preston devient une mise en abîme publicitaire de lui-même. Car dans Tucker, le marketing est un simulacre qui finit par prendre le dessus sur les rêves et les idéaux du personnage principal. Bon, vous vous en doutez, Speed Racer est le film de notre corpus qui s'avère le plus atypique visuellement. Si Lily et Lana Wachowski se sont lancées dans un film destiné au jeune public, c'est parce que selon elles, les enfants n'ont pas encore de préjugés sur l'art et sont donc plus à même d'accepter librement des expérimentations visuelles radicales. Une manière habile de prendre ses distances avec certaines conventions. Le point de départ était de se confronter à l'art moderne. Nous passons notre temps dans des musées, des galeries, et dans ce domaine, il y a une grande variété de styles. Or au cinéma, presque tous les films se ressemblent. Et au sein d'un même film, il est difficile de faire cohabiter plusieurs styles. Donc on s'est dit, comme un défi, tiens, et si on faisait un film cubiste? Et puis tiens, si au lieu de monter normalement, on faisait des effets de transition qui donnent l'impression que c'est un seul et même plan, comme un seul et même flux de pensée, comme dans Ulysse de Joyce. Ainsi, les sœurs vont s'inspirer en grande partie du superflat, un mouvement artistique initié par le japonais Takashi Murakami, qui a pour but d'ausculter les liens entre la pop culture et la société japonaise d'après-guerre, prenant la relève du pop art d'Andy Warhol. Les œuvres foisonnantes et colorées de Murakami évoquent également les univers merveilleux liés à l'enfance, ce qui lui a permis de collaborer aussi bien avec des artistes comme Mamoru Osada, Kanye West ou Billie Eilish, que pour Louis Vuitton, soit un conglomérat n'ayant rien à envier à celui décrit par les Wachowski dans Speed Racer. Le superflat est donc la matrice parfaite pour le film des deux réalisatrices. On retrouve par exemple des références directes au mouvement, comme ce plan sur la mégalopole qui renvoie au tableau City Glow de Shio Aoshima. Et puis, il y a la manière dont les sœurs vont plier le langage du superflat à celui du cinéma. En jouant sur une succession d'aplats qui créent différentes échelles de plans au sein du même cadre, elles démultiplient la profondeur de champ via des éléments a priori disparates qui forment au final un tout cohérent au sein d'une seule image. A priori beaucoup plus sobre que son prédécesseur, Le Mans 66 joue pourtant de son imagerie de manière subtile. Que ce soit cette rencontre entre Ken Miles et Carroll Shelby qui semble sortie d'un western, le glamour de l'écurie Ferrari ou même le circuit du Mans, tout est propice à convoquer les mythes ayant façonné à la fois l'inconscient collectif américain que la culture populaire mondiale des années 60. Mangold utilise ce formalisme pour induire un discours métatextuel, un peu à la manière du récent Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, comme dans cette scène où le discours de Carroll Shelby évoque une célèbre citation du réalisateur John Ford lorsqu'il a pris la défense de Joseph Mankiewicz, accusé d'être un sympathisant communiste par Cecil B. DeMille pendant le McCarthyisme. My name is Carroll Shelby. I build race cars. L'autre moteur du formalisme qui régit ces trois films est l'élégance. Dans les trois cas, la mise en scène joue sur des mouvements de caméra amples et fluides afin d'épouser des personnages sans cesse en action, y compris dans des moments calmes. On peut même y voir l'influence de la comédie musicale, tant la chorégraphie visuelle est prédominante et que les transitions baroques sont à l'honneur. Cette recherche de l'élégance se retrouve également dans les véhicules de nos protagonistes. La Tucker associe la performance technologique au service du confort et de la sécurité du conducteur. La Maxis, conçue par Racer Motors, et la Ford GT40 développée par Shelby American, abordent un design épuré et élégant qui tranche radicalement avec les engins rutilants de leurs adversaires. Pour filmer leur course, Mangold comme les Wachowski cherchent avant tout à rendre l'action lisible. Cependant, ils n'hésitent pas à s'aventurer du côté de l'abstraction visuelle, qu'elle soit ostentatoire chez Speed Racer ou allégorique dans Le Mans 66. Dans ce dernier, la course de nuit sous la pluie où les lumières balayent le cadre appuie cette sensation de peinture en mouvement, de la même manière que la Maxis lorsqu'elle slalome lors du Grand Prix. En cela, nos cinéastes s'inscrivent dans la démarche de John Frankenheimer sur Grand Prix, qui utilisait le cadre d'une superproduction pour livrer une œuvre expérimentale ayant pour but de coller au ressenti des pilotes. Cependant, là où les Wachowski et Mangold se démarquent de Frankenheimer, c'est dans la symbolique des courses. Dans Grand Prix ou même dans Rush et Le Mans avec Steve McQueen, les pilotes sont vus comme des trompes à mort que rien ne peut arrêter si ce n'est l'issue fatale. 25 drivers start every season in Formula One. And each year, 2 of us die. What kind of person does a job like this? Nos cinéastes vont se détacher de cette image, non pas pour aseptiser le propos, mais pour en proposer une variation lumineuse et subversive, car la transcendance de nos personnages n'a pas simplement une vocation artistique, elle fait également vaciller les fondations de tout un monde. Dans Speed Racer, comme dans Le Mans 66, le climax est l'occasion de montrer un microcosme où sont réunies toutes les strates de la société, que ce soit les spectateurs, les commentateurs, les conglomérats et les pilotes, tous venus des quatre coins du globe. Comme nous l'avons dit un peu plus tôt, nos cinéastes ont une vision collective de l'art, et la Maxis et la Ford GT40 représentent la somme de travail de personnages liés par une passion commune. Non seulement les pilotes et leurs véhicules ne font plus qu'un, mais ils sont également connectés à chacun des artisans ayant œuvré à la conception de leur voiture. Just listen, Speed. Just listen to her.
Now. Ainsi, Speed et Ken Miles ne sont plus un seul individu, mais un collectif, et ils finissent même par se connecter à l'ensemble de l'univers automobile en terminant leur course dans un état de grâce qui, l'espace d'un instant, brise toutes les barrières culturelles, sociales et politiques. It's a whole new world, baby. It's a whole new world. Cette communion par la grâce, propice à un moment de plénitude en osmose avec le monde, représente l'accomplissement de tout acte artistique. Une idée que l'on retrouvait également dans les Happy Feet de George Miller. Au final, Speed aura fait chuter les actions de Royalton et permis à son idole de jeunesse de retrouver la foi, et les Wachowski nous montrent que même les actes artistiques les plus radicaux ne sont pas l'apanage d'une élite, mais peuvent également toucher le grand public. Tandis que la véritable victoire des 24 heures du Mans n'est pas celle de Ford, mais bien celle de Ken Miles et Carroll Shelby, comme leur rappelle Enzo Ferrari. Ce qui permet à Mangold de replacer l'auteur et la liberté artistique au centre du processus créatif. Quant à Coppola, il rappelle qu'une œuvre ne se définit pas seulement par son succès ou son échec, mais par la manière dont elle deviendra à son tour une source d'inspiration pour les générations futures, comme la Tucker qui ne fut produite qu'en 50 exemplaires, mais dont les innovations se retrouvent quasiment toutes dans nos voitures d'aujourd'hui. Et si ces instants de grâce se révèlent éphémères, le propos final des 3 films suit une logique similaire, puisque l'impulsion créatrice sera transmise aux générations futures. Car c'est en retrouvant leur faculté d'émerveillement originelle que les personnages abolissent les carcans et les systèmes d'oppression. En cela, Francis Ford Coppola, Lily et Lana Wachowski et James Mangold ont réussi à livrer des œuvres personnelles qui atteignent une dimension universelle en puisant dans l'inconscient collectif de leur pays, mais aussi à transmettre une vision humaniste de leur art et de l'art en général. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés et éventuellement à nous donner quelques sous sur Tipeee ou à souscrire à notre chaîne YouTube. Et j'en profite pour dire un gros merci à vous tous qui nous soutenez. A bientôt!